côté humain, le côté, la vérité de ce que tu vois en fait. Tu donnes l'information. C'est ça le journalisme. Mais parfois, il y a des journalistes qui disent des choses fausses. Parfois, comme partout, c'est... Après, tu as évidemment des journalistes qui... Après, ça dépend de quel journalisme tu parles. Si c'est plutôt people, si c'est plutôt la presse, alors vas-y, donne-moi un exemple. Sur les stars. Sur les stars. Donc là, on parle de journalisme people. Voilà. Il y en a qui cherchent en fait le scoop. Le buzz, faire le buzz. À l'heure actuelle, c'est ça, faire le buzz, c'est vendre du papier, vendre quelque chose. C'est là où tu peux mentir, tu peux erroner l'information, tu peux raconter des conneries, si je peux me permettre. Mais pour moi, ça c'est pas du journalisme, c'est un truc à côté quoi. On n'est pas là, tu vois, si c'est pour prendre une photo de Sia qui est en train de se dorer la pilule avec son nouveau mec sur la plage, c'est pas pour moi c'est pas du journalisme. Voilà. Mais pourquoi, quand les gens ils sont à la télé, pourquoi ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent? Bah pas ce qu'ils pensent, mais quand ils parlent, pourquoi ils n'ont pas le droit de commenter ce qu'ils disent? Alors, et donne-moi un exemple, ça va être plus simple par pour toi. exemple, si on dit, par exemple, on parle d'un match et qu'on dit que, en fait, c'est une équipe qu'on aime et qu'on dit qu'ils vont rater cette saison, par exemple, on n'a pas le droit de dire mais quelque chose. Alors, parce que l'entraîneur est tenu. Si, voilà, si, tu penses que, là, enfin, voilà. moi il m'est arrivé plusieurs fois, alors que depuis des années, depuis que je suis tout petit, j'aime ce club du FC Nantes par exemple. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire qu'ils sont mauvais, que l'entraîneur n'a pas bien entraîné, que les joueurs n'ont pas bien joué, mais ça c'est la vérité. Ah, voilà. Tu disais tout à l'heure, le journaliste, parfois il ne dit pas la vérité. Ben, il faut parfois dire la vérité, même si ça peut faire mal, blesser, mais tu peux dire la vérité sans être méchant. Oui, mais ce serait bien que chacun dise ce qu'il pense, ce serait mieux. T'as l'impression, toi, que les journalistes ne disent pas Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Bah oui, parce que tout le temps, ils disent la même chose. Ce serait plus drôle en plus quand, par exemple, dans les émissions, parfois, quand ils disent ce qu'ils pensent, et bah parfois ça fait rigoler. Là, c'est tout pas les gens. T'as l'impression qu'ils ont tous le même. Ouais. C'est un peu tout le monde sur le même, le même info discours. et voilà, le même discours. Ce qui n'est pas faux, hein, parce que le traitement de l'information, il est fait quasiment partout pareil. Hein. Quand on regarde, surtout sur maintenant avec la création des nouvelles chaînes Tout Info, BFM, iTélé, là maintenant on a France Info à France Télévisions, le traitement de l'info il est fait identiquement suivant les chaînes que... Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Club Ado du PD, du Pont-Boyer. Ouais, bah merci. Comment on devient journaliste? Comment on devient journaliste? C'est dur de résumer tout ça en quelques mots, mais on passe d'abord par une école, il faut un minimum bien travailler. Après, chacun fait son petit chemin, et puis on essaie au départ de commencer à se diriger soit vers une école de journalisme, soit vers un IUT. Et puis après, si on a la chance de connaître un petit peu, de faire un petit peu de pige au départ, puisque c'est les premiers pas de journaliste, et ben on arrive après coup à intégrer des rédactions, ce qu'on appelle, que ce soit en presse écrite, en radio, en télé ou internet. Et puis après, ben voilà, comment on y arrive. Ah d'accord, bah, je vais laisser mes camarades poser leurs questions. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut comme études pour devenir un journaliste? Alors il faut maintenant avoir certainement un passage vers l'école de journalisme, avoir le bac, avoir l'école de journalisme, et puis derrière pouvoir prétendre à intégrer une rédaction quelle qu'elle soit, mais il faut quand même au minimum, dans la plupart des cas, le bac. D'accord. T'as une autre question? Pour le bac, c'est combien? C'est combien? Bah, quel bac? Ah, quel bac? Alors, après, généralement, tu peux avoir... Moi, j'ai eu un bac B à l'époque, un bac ES maintenant. Il y en a qui ont fait un bac littéraire, d'autres qui ont fait un bac S et qui sont devenus journalistes. Là, je dirais qu'à la limite, peu importe quel bac, c'est surtout après la spécificité que tu vas avoir derrière ton bac qui va être le plus important, que ce soit droit, Sciences Po, peu importe. D'accord. Merci. Bonjour. J'ai oublié ma question. Ah, reviens. C'est quoi les qualités pour être journaliste?
Alors, dans un premier temps, il faut savoir faire une synthèse de tout ce que tu peux voir sur le terrain dans ton reportage, quel qu'il soit. Il faut être très synthétique. Et puis, le français est important aussi. Il faut essayer de faire, notamment en presse écrite, le moins de fautes d'orthographe possible, même s'il y a des correcteurs d'orthographe maintenant qui agissent. Mais voilà, être bon en français, être synthétique, et puis avoir une ouverture d'esprit. Ça, c'est assez important, c'est-à-dire s'ouvrir au monde et à tout ce qui t'entoure. Merci. Bonjour. Alors, combien de langues vous parlez? Alors, je parle l'anglais et l'espagnol, parce que j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. Et voilà, couramment, assez couramment. Ouais. Ah, et est-ce que c'est utile pour interviewer les joueurs? Alors, en sport, dans le journalisme sportif, c'est quasi indispensable, parce qu'il y a énormément de joueurs étrangers qui viennent, que ce soit en foot, en hand, en volley, peu importe. Donc l'anglais étant la langue internationale, c'est plutôt préférable de le parler. Après voilà, j'ai fait espagnol et il y a beaucoup de Sud-Américains par chez nous à Nantes, dans les sports, donc ça m'aide beaucoup. Après, tu peux, si tu sais parler arabe, chinois, russe, c'est encore mieux. Plus tu parles de langue, mieux c'est dans le journalisme. Ah, bah d'accord, merci. Ouais. Bonjour. Bonjour. En tant que journaliste, quel est votre sport préféré? Alors, mon sport préféré, je vais pas être très original, mais c'est le football. J'y ai joué, toute ma famille a joué, j'ai suivi des matchs, j'adore ce sport. Après, il y a énormément d'autres disciplines que j'aime, et notamment la natation que j'ai découvert grâce à ma fille. Ok. Voilà. Bon, merci. Bah, de rien. Bonjour Anthony. Salut. Est-ce que c'est dur d'être journaliste sportif? Dur sur le métier, évidemment il y a des choses qui ne sont pas toutes simples. Après c'est une vocation, c'est quelque chose que je voulais faire depuis tout petit, donc tu passes outre ces problématiques. Et puis à la finale, non, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi aimez-vous tant votre métier de journaliste sportif? Parler de sport, quand c'est quelque chose qu'on adore, c'est très simple, hein. Donc on est tout le temps sur les terrains, on est tout le temps à écouter les gens, à découvrir d'autres personnes. Il y a vraiment des rencontres qui sont très riches, pas que sur le plan sportif, mais sur le plan humain aussi. Donc c'est pour ça que j'aime autant découvrir à la fois des disciplines que je connais même pas, et puis rencontrer effectivement des sportifs de renom, c'est aussi plutôt sympa quand même. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Le plus, c'est de découvrir d'autres personnes que je connais pas, parce que quand on côtoie les footballeurs, les handballeurs, on les côtoie quasiment toute l'année, donc on a l'habitude. C'est pas que ça devient pénible, hein, loin de là, mais moi, ce que j'aime plutôt, c'est découvrir d'autres personnes. Ça peut passer du parcours urbain, par exemple. C'est une discipline que j'ai découvert, à d'autres choses qui sont vraiment très enrichissantes. Donc c'est ça qui me fait aimer mon métier depuis 25 ans. Qui était le sportif le plus gentil avec vous dans toute votre carrière? Le plus gentil, je ne sais pas si c'est le plus gentil, mais la rencontre la plus riche que j'ai eue, c'est celle de Yannick Noah à l'occasion de la Coupe du Monde 98. Pourquoi? Parce que ça a été quelqu'un d'abord très sympa. C'était une star internationale dans le sport et il aurait pu avoir Guillermo le melon, voilà, il n'est pas du tout très proche des gens. Et puis il y a une anecdote, je suis obligé de raconter assez rapidement, mais en fait je devais aller le chercher à la gare de Nantes parce qu'il devait commenter un match pour Radio France. Et je suis allé le chercher, il m'a dit je suis avec mon papa. Et il est arrivé, il était avec son papa et il était aussi avec 5 jeunes qu'il avait rencontrés dans le train. Alors moi j'étais obligé de les ramener en voiture, donc on a fait appel à un taxi qu'il a payé d'ailleurs. Et ces jeunes-là venaient voir un match de la Coupe du Monde et ils n'avaient pas de place. Et donc lui il s'est débrouillé pour leur avoir des places pour ce match-là. Et c'est des jeunes qui avaient 16-17 ans et ils étaient fous de pouvoir assister à un match de la Coupe du Monde à Nantes. Et, pour moi Yannick Noah c'est ça, c'est la sympathie, la gentillesse, l'amitié et voilà, c'est ma plus belle rencontre. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Également. Bienvenue. Je voudrais savoir, pendant les matchs, ça se passe comment et quel est votre ressenti ou votre niveau de... Comment dire, si vous êtes stressé ou... Alors, quand on n'est pas en direct, on assiste à un match, quel qu'il soit, on regarde le match, on note sur des petites fiches qu'est-ce qui s'est passé, à quelle minute, pour avoir un résumé, ce que je parlais tout à l'heure, la synthèse qui est le plus important. Une fois que le match est terminé, on file aux interviews,
voir les joueurs, leur poser les questions, on sélectionne 2-3 joueurs. Donc là, c'est quand c'est pas en direct. Quand c'est en direct, donc il n'y a pas de stress, quand c'est pas en direct, c'est tranquille. Et, voilà. Quand c'est en direct, c'est un petit peu différent, parce qu'on est écouté par beaucoup de gens ou regardé par beaucoup de gens. Mais perso, moi j'y pense pas parce que j'ai l'impression d'être dans mon salon à commenter, à regarder un match de foot devant ma télé et à le commenter comme si j'étais dans mon canapé. Donc je suis généralement pas trop stressé. Mais je sais que sur plusieurs chaînes, c'est pas pareil. Par exemple, parfois, ils commentent les matchs, mais on les voit pas, ou ils commentent les matchs, mais on les voit. Du coup, vous, on vous voit ou pas, ou ça dépend? Alors généralement, on nous voit au début, c'est-à-dire qu'on présente le match, on présente l'émission, donc du coup la caméra est sur nous pendant quelques minutes. On va présenter aussi la personne qui commente avec nous le match, ce qu'on appelle le consultant. Et puis après, on a le plus important à savoir le match. Parce que les gens ils sont pas là pour nous regarder nous, généralement, ils sont plutôt là pour regarder les sportifs. Et puis on nous revoit à la fin du match, pour clore l'émission et dire voilà, on était au stade de la Beaujoire à Nantes, on vous remercie, on vous retrouve la semaine prochaine, etc. Mais vous faites tous les matchs ou vous avez plusieurs collègues? Alors j'ai des collègues heureusement, parce que ça voudrait dire que je travaillerais 7 jours sur 7 et que je verrais pas beaucoup ma famille quand même. Donc non, on se répartit les tâches. Moi j'en fais beaucoup, je suis beaucoup sur le terrain. Et puis j'ai 2 collègues qui m'aident également toute la semaine. Mais vous travaillez à France 3. France 3, ils réservent pour tous les matchs ou il y en a que vous ratez? On ne peut pas tout suivre, ça c'est sûr. On va suivre en priorité les sports professionnels toute la semaine, que ce soit foot, hand, basket, volley, peu importe. Et puis on réserve en fait un magazine des sports qu'on a le samedi, qui lui est plutôt dédié aux sports qui sont moins médiatiques. Le twirling bâton, ce que je disais, le parcours, des sports qu'on voit moins à la télé et qu'on veut faire connaître aux gens. Et c'est là où justement on est à la fois sur des sports professionnels en semaine et sur des sports un petit peu moins connus en week-end. Mais vous êtes dans des cabines? Non, que pour les matchs qu'on commente. On est dans des cabines ou sur des bureaux qui sont vraiment conçus pour ça. Sinon on est à l'extérieur. Ok. Du coup, vous n'êtes pas stressé puisque par rapport à la caméra, vous êtes stressé ou de passer devant plusieurs milliers de personnes, c'est possible? Oui, milliers, même dizaines de milliers parfois, parce qu'un journal, si tu veux, quand on est le midi par exemple, on est à peu près à 120, 130 000 personnes qui regardent le journal. Donc on a toujours cette espèce, et heureusement, une petite boule au ventre quand dans l'oreillette on nous dit dans 5 secondes c'est à toi. Là ça commence un petit peu à monter, puis au moment où on sort la première phrase, moi perso je me libère et puis voilà, c'est parti, c'est comme si je te parle à toi. Mais est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter quand vous étiez, quand vous aviez fait une émission par exemple et qu'il y a eu un flop, on va dire? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que après il y a du matériel et qui peut parfois se casser ou dans le studio. Donc il t'est arrivé une fois effectivement que lors d'une interview, il y a l'invité qui était à ta place, qui était assis sur un tabouret, et puis le tabouret s'est complètement baissé, ce qui fait que quand il a voulu répondre à ma question, il avait la tête qui était là. Donc ça m'a évidemment fait beaucoup sourire. Merci d'avoir répondu. Et merci pour tes questions. Merci. Au revoir. Je suis de retour. Oui, rebonjour. Donc j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez des conseils pour nos internautes pour devenir journaliste sportif? Des conseils, ça serait beaucoup dire parce que chacun doit tracer son chemin, mais ça va faire peut-être un petit peu sourire certains. Il faut bien travailler à l'école. C'est une première chose. Je suis désolé, mais c'est quand même la base. Et puis après, il faut aimer ça. Il faut être curieux. Il faut aimer s'ouvrir aux autres. Il faut aimer découvrir plein de choses. Il faut aimer passer du temps sur le terrain. Il faut aimer les gens. Parce que tu peux tomber sur des personnes qui sont pas spécialement cool et... ça m'est déjà arrivé. Ça s'est déjà arrivé, ouais. Mais bon, tu fais avec. Il faut aimer... après, si tu te spécialises, il faut aimer la spécialisation dans laquelle tu es, que ce soit le sport, la politique, l'économie, peu importe. Même le people, si tu veux faire un journaliste people. Et puis voilà, après, il faut aimer sur plusieurs années ce que tu es en train de faire et voilà. Mais il faudrait savoir quel est le lien entre l'école et le journalisme sportif. Alors le journalisme sportif, de toute façon, tu ne deviens pas journaliste sportif en sortant de l'école. Moi, je suis pas
C'est pas parce que j'ai eu mon bac que j'ai eu, après que j'ai fait la fac, que j'étais journaliste sportif. J'ai commencé à faire de l'infogénie, ce qu'on appelle l'infogénal, c'est les informations classiques que tu peux voir sur internet, sur la télé, etc. Et après tu te spécialises, en règle générale, dans un truc. Mais l'école, si tu bosses pas à l'école et qu'on va te demander ton bac, on va te demander un diplôme et que tu n'en as pas, bah, tu pourras toujours aimer ça. Il y a peut-être 1% de chance que tu puisses y arriver parce que tu as envie de le faire et que tu es super motivé, mais c'est toujours plus facile si tu attaques. Mais je voulais vous demander aussi, dans votre métier, est-ce que vous faites toujours des choses pertinentes, on va dire pas pertinentes, mais quelque chose qui vous plaît tout le temps? Non, c'est impossible, même dans un métier comme ça. Dans n'importe quel métier, tu auras toujours des moments où tu fais des trucs, ça ne te plaît pas forcément. Mais tu peux pas avoir un métier où à 100%, bah, tu fais des trucs sympas et voilà, c'est normal. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a des moments dans la journée, tu fais des trucs qui te plaisent pas. Et bah, nous, c'est pareil. Donc, tu fais avec. Hein. Tu les fais, puis après, tu te dis, waouh, dans 2 heures, je vais avoir un super truc. Et du coup, ça vous a fait quoi de rencontrer des sportifs connus? Ça vous parce que ça vous apporte, mais... Ce que ça m'a fait à moi? Ouais, voilà. Bah, disons que c'est toujours un peu impressionnant au départ. Parce que quand c'est des gens que tu as pu, entre guillemets, c'était pas des idoles, mais quand j'ai rencontré Zidane, que j'ai rencontré Ronaldo, que j'ai rencontré des footballeurs comme ça, tu te dis, waouh, est-ce que je vais leur poser la bonne question, est-ce qu'ils vont me répondre? Et puis la finale, ça se passe bien parce que la plupart sont plutôt cool. Donc, vous faites des photos avec... Non, parce que normalement on est journaliste et on n'est pas supporter et on n'est pas à demander des autographes. Certains le font. Certains le font. Normalement, t'as pas à le faire parce que tu dois avoir justement ce côté impartial et toujours, c'est un métier. Donc, mais après le... Après, généralement, ces sportifs-là, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils t'accordent 5, 10, 15 minutes, 1 heure, et puis après, une fois que c'est terminé et tu peux plus les revoir dans la foulée en disant bah, viens donc, on va boire un verre ou viens donc, on va faire une photo. C'est pas possible. Et vous avez jamais fait de photo avec quelqu'un? Faut que je regarde sur mon téléphone. Mais si, je pense que j'ai dû en faire 1 ou 2 avec des personnes qui avaient un petit peu plus de temps et vraiment que j'aimais beaucoup. Bah, merci encore de votre présence et bonne continuation. Et merci à toi aussi. Au revoir. Merci.